Joachim, merci beaucoup d'être là. Merci. Je pense que le mieux, c'est que tu commences par te présenter qui tu es, ton cabinet, voilà, comment est-ce que tu en es arrivé là? Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis rentré dans la gestion de patrimoine après un parcours où je me destinais tout d'abord à être avocat quand j'étais jeune. J'aime bien dire que je suis un vrai gosse de pauvre, c'est-à-dire que je viens d'une famille hyper modeste, un père policier, on était 4 frères, donc il a fallu aller se débrouiller et avoir la notion de l'argent dès le premier jour, c'est-à-dire que je faisais mes études et je les payais en faisant de l'intérim l'été. Et un été, je rentre chez Cortal Consors, où j'ai d'anciens collègues d'ailleurs que je vois dans la salle, et ça m'émeut un petit peu. Et à ce moment-là, donc, c'était 2000. 2000, pour ceux qui connaissent, crise des marchés financiers, la bourse s'écroule, il n'y a quasiment plus personne dans les bureaux, et je me rends compte qu'il y a une opportunité pour moi de découvrir un nouveau métier. Et donc je mets en suspens mes études de droit. J'avais un master et j'avais eu le concours d'entrée au CRFPA, donc je pouvais devenir avocat. Et je me dis, je repousserai à l'année prochaine, et puis je me lance dans la partie qui était plus financière, c'est de l'allocation de portefeuille. On avait des clients qui venaient et qui apprivoisaient un petit peu les marchés financiers. Cortal était un petit peu l'ultra précurseur quand même de l'accès aux fonds. À l'époque, il n'y avait que des fonds, il n'y avait pas d'ETF, c'était vraiment soit du titre vif, soit on investissait dans des fonds, et ça nous permettait toutes les semaines quasiment de rencontrer des gérants. Donc on a vu les top guns de la finance, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et puis moi je m'y suis pris, quoi. On m'a dit tu peux gagner de l'argent, tu peux rencontrer des top guns du métier, tu peux découvrir le monde de la finance. Je me suis dit j'ai tout donné, je bossais jusqu'à pas d'heure, ils me mettaient dehors, ils fermaient les bureaux, mais je me suis arraché. 2008, je me dis il faut que je change, le terrain est devenu un petit peu trop étroit, et j'avais envie de voir la gestion de patrimoine dans son ensemble et non plus que dans l'approche stricto-financière, puisque j'avais des clients qui arrivaient, qui mettaient parfois 1, 10, 20 millions en bourse, c'était le groupe BNP Paribas, c'était le premier courtier, donc c'était un vrai sujet, mais avec qui je ne pouvais pas aller, je sais pas moi, regarder la transmission, regarder la fiscalité, regarder l'immobilier. On avait une approche qui était stricto-financière. Donc je me dis, j'ai envie de voir autre chose, et je pars d'abord faire un petit break de 6 mois au Japon, parce que le pays me passionnait. Et je rentre chez Cyrus Conseil, que tout le monde doit connaître ici, puisque c'était le plus grand cabinet de gestion de patrimoine français à l'époque. Je crois que maintenant il est top 1 ou top 2, et c'est toujours une super belle maison. Et avec cette soif d'apprendre, et chez Cyrus, il y avait un savoir-faire qui était un petit peu particulier, c'est-à-dire que tous les lundis matins, et c'est quelque chose que j'ai reproduit après dans mon cabinet, il y avait 4 heures de formation. C'était obligatoire. Et c'est pour ça que je suis allé chez eux. On s'obligeait un petit peu. Il y avait, tu rencontrais les notaires, tu rencontrais les avocats, les experts comptables, tu rencontrais les fonds, tu rencontrais tout ça. Et puis ça m'a permis d'apprivoiser encore le métier. Puis j'ai eu l'humilité à l'époque, j'avais quand même une trentaine d'années, mais je me disais, chaque fois que je faisais un rendez-vous, je me faisais accompagner d'un associé pour essayer d'extraire tout ce qu'il avait de meilleur et d'essayer de devenir, moi, le cyborg de la gestion de patrimoine 10 ans plus tard, quoi. Dans ma tête, je me disais, je veux être le gars qui saura répondre à toutes les questions qu'on va lui poser. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans chez Cyrus Conseil, puis après, l'idée a germé avec mes associés de monter notre cabinet. Et on est parti à 3 gars de chez Cyrus Conseil, ce qui leur avait pas plu de ouf à l'époque, mais un gars du courtage, le gars qui était le directeur de l'immobilier de la société qui avait été achetée par Cyrus pour faire de l'immobilier, Alexis, qui est mon associé encore aujourd'hui, et moi-même, et puis mon frère qui est venu donner un petit coup de main financier pour lancer la boîte. Et à l'époque, il a mis 25 000 € pour 25% des titres qu'il a toujours. Donc pour lui, c'est un peu un super TRI, on va dire, mais c'est mon frère, donc ça me va. On a un deal, si un jour on vend, il devra aider les autres membres de notre famille. Tu vois. C'est comme ça, mais c'est vrai en plus. Et donc voilà, donc on a monté Cheval Blanc Patrimoine avec un ADN fort qui était celui de bien faire le métier et de se dire un peu comme Sandrine, c'est vrai qu'on se retrouve sur pas mal de choses. Je sais qu'Emmanuel Nara, qui est là aussi, on partage un peu ces mêmes valeurs. C'est de se dire quel est le client que tu veux prendre, qu'est-ce que tu veux lui apporter. Nous, on a plusieurs valeurs, on va dire. La première, c'est que on accepte tout le monde, déjà parce qu'on veut donner l'accès à la finance à tous ceux qui en ont envie, et eu égard aux moyens qu'on nous donne, notre promesse, c'est d'essayer de faire de notre mieux.
c'est-à-dire de donner finalement accès à ce que tu peux avoir de mieux eu égard à tes moyens. Pour ça, on a une approche qui est toujours par la stratégie, qui est une approche, c'est une de nos baselines d'ailleurs, le sur-mesure est notre standard. On va faire rentrer des clients par la porte, écoute active, analyse, et une fois qu'on a analysé, on propose des placements. On ne va jamais du placement vers le client. On va toujours du client vers la solution d'investissement, vers la bonne stratégie, vers le bon montage, vers la bonne organisation patrimoniale, vers la bonne structuration des revenus. On essaye toujours de faire l'exercice dans ce sens-là et je pense que c'est la seule bonne manière de faire notre métier. Avec ça, donc, on a commencé au début, on était 3 et puis on était 4. On avait une table Ikea au milieu des bureaux qui était trop grand pour nous. Et puis ensuite, on a grandi. On a été 10, 20, 30, puis là, on est 40. Et puis on commence à se poser des questions sur notre organisation. Et là, en ce moment même, on discute un petit peu avec des spécialistes pour nous dire comment est-ce qu'on prend le virage pour grandir demain. Donc c'est là qu'on est aujourd'hui, si ça répond à ta question et si je pouvais décrire un petit peu comment vit Cheval Blanc Patrimoine. Super intéressant. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi la particularité de Cheval Blanc? Là, tu nous as fait un peu le chemin, mais aujourd'hui, c'est le sur-mesure, c'est des produits, c'est une façon d'accompagner? Franchement, déjà, c'est l'amour du métier. Je vais vous le dire, moi, j'aime ce que je fais. Quand je me lève le matin, ça fait maintenant 20 ans que je fais ce métier. J'adore ça. C'est pour ça aussi, il y en a beaucoup qui savent que je partage beaucoup sur LinkedIn. Je partage parce que j'aime, parce que déjà je le fais naturellement. Moi je m'endors avec les marchés américains et je me réveille, je regarde ce qui s'est passé sur les marchés japonais. C'est quelque chose que j'ai gardé de l'époque où j'imaginais que le monde était à moi et puis que j'avais envie de tout maîtriser et de tout comprendre. Et puis j'absorbe un tas de flux de news, d'informations, je suis abonné à des canaux de partout et après j'essaie de partager ça. Donc en fait, ta question, pardon, c'était qu'est-ce qui nous différencie? C'est déjà je ne pense pas que ça nous différencie parce qu'il y a plein de gens ici qui aiment ce qu'ils font, et puis on le ressent de plus en plus. La particularité du cabinet, c'est aussi qu'on apprend toujours à bosser à deux. Nous, on bosse toujours à deux sur les dossiers. Il n'y a jamais personne qui fait un dossier tout seul chez nous. C'est additionner les compétences pour multiplier les performances. Chez nous, j'ai un courtier en crédit immobilier, un spécialiste en assurance, un spécialiste en IRD, quelqu'un qui fait les allocations sur les ETF, quelqu'un qui fait les allocations sur le private equity, une personne qui sait bien rédiger les clauses sur l'assurance vie, un ingénieur patrimonial, un spécialiste de l'immobilier. Dans l'immobilier, un spécialiste de l'immobilier ancien, un levier de patrimoine type, je sais pas, monument historique, Malraux, nu propriété, un spécialiste du neuf, un spécialiste de tout ça. Et en fait, quand on arrive, on a un pivot au cabinet qui va être ton interlocuteur, en fait, et qui va donner accès à un pool de compétences. Et quand on atteint nos propres limites, ce qui est quand même super fréquent, on ne dit pas on sait faire. Et quand je ne sais pas parler de crypto-monnaie, je vais voir Mathieu Charret, que je vois là, et puis il intervient sur mes clients, et puis etc. On va avoir des spécialistes de tous les secteurs pour pouvoir nous aider à essayer de faire le mieux possible pour servir nos clients. Et c'est quelque chose auquel je tiens vraiment, quoi. La qualité est toujours au-dessus. Pour moi, parfois au détriment de nos marges. On n'a pas un niveau de marge qui est très élevé chez Cheval Blanc Patrimoine. Tu vois, l'année dernière, on fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et on fait que 1 million d'EBIT. On me dit, ouais, pourquoi? C'est pas assez, machin truc, etc. Je dis, ouais, mais j'ai l'impression d'avoir une juste répartition entre mes collaborateurs, qui sont plutôt bien payés, entre nos clients, qui sont plutôt peu chargés en frais, et entre la qualité de service qu'on apporte. Là, tu nous parlais de ton chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu peux peut-être nous faire un petit rappel sur c'est quoi Cheval Blanc, c'est combien de personnes 40 personnes aujourd'hui, 38 exactement. On est divisé il y a plusieurs pôles en fait. Il y a un pôle de front office qui va être avec les clients. On a un pôle d'ingénierie patrimoniale, un pôle immobilier. On a un back office. On a une personne qui s'occupe de l'ingénierie, de l'offre, etc. On a une organisation assez complexe. Donc on fait à peu près 5,8 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. La société est profitable. On n'a pas eu que des moments faciles. En 2000, après un clash d'associés, on a eu un gros trou. Et donc il a fallu repartir. On rencontre tous des difficultés. Le tout, c'est de savoir se relever. Après, on a un gros portefeuille de conventions parce qu'on gère plus de 700 conventions aujourd'hui. On est ouvert dans des offres de private equity, toutes les CPI, tous les promoteurs du marché, des sociétés de gestion, je sais pas, chez Lombard-Odier, chez Archimède, chez beaucoup de monde, quoi, chez Equity, dans des solutions assez extraordinaires pour avoir en tout cas la possibilité de servir au mieux les intérêts de nos clients. Et donc voilà. Et j'ai deux questions en une. La première, c'est
quand on commence, quand on part chez Cyrus et qu'on lance un cheval blanc patrimoine, c'est quoi les canaux d'acquisition? Comment on va les chercher? On va les chercher avec les dents, j'imagine, ces clients? Et au début, c'est dur. Alors en fait, c'est ça aussi qui a différencié un petit peu Cheval Blanc Patrimoine. C'est qu'au début, on s'est dit comment on va faire pour aller chercher nos clients. Puis moi, j'avais déjà ce truc que j'aime pas, qu'on nous fait, nous, beaucoup en ce moment. J'ai des collaborateurs au bout de 5, 6, 7 ans, 3 ans, parfois, ils s'en vont. Et ils embarquent les clients avec eux, tu vois. Moi, chez Cyrus, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai jamais fait où je suis passé parce que j'estime que j'ai été payé pour le faire chez eux. Ce n'est pas pour récupérer mon client alors que j'ai été payé pour le déposer chez eux. Et puis, si je l'ai mis chez eux, c'est que j'estimais qu'ils pouvaient être en confiance. Donc aujourd'hui, au début, quand on a commencé, on est parti d'une feuille blanche et on s'est dit comment on va chercher nos clients. Alors, on a appelé les copains, on a appelé les notaires, les avocats, etc. Puis on s'est rendu compte que ça prenait du temps. Et on s'est dit au début, on va acheter des leads. Et en achetant des leads, je me suis dit, mais attends, c'est quand même chiant, on achète des leads, ça coûte 50 € et puis tu appelles un gars qui a été vendu à 4 cabinets de gestion de patrimoine et puis tu l'appelles en disant qu'il a été, il a fait une demande sur un site partenaire et puis c'est l'enfer sur Terre parce que 9 fois sur 10, il te raccroche au nez. Et puis à juste titre en fait, parce que c'est super pas ce qu'il a demandé lui. Et donc je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est faire savoir qu'on existe. J'estimais aujourd'hui que, et c'est le propre de tous les gestionnaires de patrimoine, je trouve, le plus dur pour chacun d'entre nous, ici, c'est de faire rentrer le gars chez nous. Quand le gars il est rentré chez nous, quand le client est rentré chez nous et qu'il voit l'étendue des possibles auxquels il a accès, la magie de l'architecture ouverte, c'est-à-dire que nous, on lui donne accès à la liberté de bien faire les choses. Avec objectivité, une fois qu'il est rentré, normalement, on ne le perd plus. Maintenant, il faut le faire rentrer. Pour le faire rentrer, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire? En fait, on a un outil qui s'appelle Internet qui nous permet de vivre aujourd'hui. Et là, je vois pas mal de personnes dans la salle, des CGP qui commencent à se poser la question. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'exister. On ne pèse pas à quel point le levier d'Internet est fort. Au début, quand je commence, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je me dis au début, est-ce que je m'embête vraiment à aller construire mes leads? Et là, c'est marrant parce que je vois Emmanuel Nara dans la salle d'Haussmann Patrimoine. Et je dis à mes gars, on va construire un truc, il faut que ça ressemble à Haussmann Patrimoine. C'était un site dans lequel il y avait tous les menus, tous les trucs, toutes les pages sur les sites. Je me dis, mais combien de temps il y a passé? D'ailleurs, je pense que tu y as passé un temps complètement monstrueux. Et ça a porté ses fruits. Il a fallu venir ici pour nous en parler. Exactement. On a changé à la dernière minute. Belle réussite. Et donc, je me suis dit, on va faire la même chose. Et moi, je me suis dit deux choses. Un, il faut que ce soit beau. Si c'est moche, c'est pas rassurant. Si on arrive pour placer 100 000 € et qu'on voit un site avec des trucs qui clignotent comme sur les arbres à chat, là, ça ne peut pas marcher. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de construire quelque chose de beau, quelque chose de transparent, quelque chose qui reflète les valeurs qu'on a envie de partager, quelque chose qui donne confiance. Donc on a investi pas mal là-dessus pour faire un beau logo. On avait un nom qui s'y prêtait bien, Cheval Blanc Patrimoine, tu peux faire l'échiquier, tu peux faire le cheval, c'est un email noble, ça marche bien, c'est le vin, et puis on surfait sur l'image de la noblesse de l'animal, etc. Donc on a fait un site un peu beau. Et puis après, je me suis dit, il y a Google, et plutôt que d'aller essayer de faire le Wikipédia de la gestion de patrimoine, où il y avait déjà des gars qui avaient trop d'avance sur nous, moi j'ai commencé par payer au clic, à me dire, voilà, je vais chercher le gars qui écrit « je veux réduire mes impôts, je veux investir en private equity », et celui-ci, je vais payer plus cher que les autres pour aller l'acquérir. Et une fois qu'il arrive sur mon site, c'est à moi de faire le job pour qu'il clique et qu'il prenne rendez-vous avec mes collaborateurs. Et comme ça, l'année dernière, on a quand même fait 12 000 leads et 6 000 rendez-vous dans les agendas de nos collaborateurs, ce qui fait beaucoup, ça fait une quarantaine par mois par personne. Et ça nous permet aujourd'hui, sur cette partie-là, on fait l'année dernière, je crois, 3 millions de chiffre d'affaires quand même. Donc là, on parle de lead situationnel, c'est-à-dire que tu n'es pas sur Instagram ou Facebook, tu es vraiment sur des gens qui ont envie d'investir ou qui cherchent un gestionnaire en gestion de patrimoine. Exactement. Sur Google. Mais énorme, il y a énormément de place à prendre de ce côté-là. Dans nos métiers, on a un boulevard, on a une grosse croissance encore. Il faut savoir qu'il y a 9 clients sur 10 qui sont en banque et il y en a 80% qui ne sont pas contents. Et ces 80% qui ne sont pas contents, il faut aller les chercher. Et pour aller les chercher, il faut faire savoir qu'on existe. Et pour faire savoir qu'on existe, on a des formidables outils. On a Internet, on a LinkedIn, on a aujourd'hui TikTok. J'ai vu des trucs incroyables sur TikTok, j'ai vu des trucs sur Instagram, etc. En tout cas, il faut se faire connaître. D'abord, je pense que la première étape, c'est quand même de se faire connaître par les intentionnistes parce que de monter son audience sur un LinkedIn, par exemple, moi, ça m'a pris 5 ans. Alors, il y a des gars qui vont 1000 fois plus vite que moi aujourd'hui, qui accélèrent à une vitesse grand V. Moi, j'y suis allé crescendo avec une audience, en revanche, qui est vachement qualifiée. Ça m'apporte ça aujourd'hui
allez, une centaine de litres par mois et de très grosse qualité par contre. Ça, vraiment j'ai un client qui est arrivé sur LinkedIn qui m'a dit je vends un peu de titres, je veux venir vous voir, il m'a mis 100 millions d'euros. Donc on parle de niveaux qui sont de très high level. Vous ne vous rendez pas compte peut-être, ou peut-être que vous vous rendez compte, que tout le monde se rend compte, mais qu'il y a des multimillionnaires, des milliardaires, on a déjà une cliente milliardaire qui est venue nous solliciter, qui tape sur Google comment investir en private equity, comment réduire la fiscalité, comment transmettre à mes enfants. Et on ne se rend pas compte que toutes ces personnes ne sont pas forcément conseillées, et donc il faut aller prendre ces places-là. Et je pense qu'il faut aller prendre ces places-là en faisant un petit post, en disant j'existe, etc., en montant un peu de transparence, un peu de constance, et en essayant de faire vivre nos métiers sur les réseaux. C'est très important. Donc au début, quand tu t'es lancé, ça a été d'abord des sujets de, on va dire, recommandations, je vais voir autour de moi. Ouais. Ensuite, de l'aide situationnelle. C'est ça. Et derrière, le LinkedIn, il est venu comment? Il est venu naturellement parce que, ne vous inquiétez pas, on va en parler de ce LinkedIn, ce fameux LinkedIn. C'est venu naturellement, c'était une envie. Comment est-ce que t'en es arrivé là? Ça fait 7-8 ans, en fait, j'ai commencé sur LinkedIn, j'écrivais pour me légitimer, pour faire. D'abord, j'ai donné des cours aussi, parce qu'on me disait oui, tu as 30 ans, tu es un gestionnaire de patrimoine, tu es trop jeune. Super compliqué d'avoir un cadre de 55 ans ou un chef d'entreprise qui vient de vendre sa boîte, qui voit un gamin de 30 ans arriver devant lui. On a beau dire ce qu'on veut, hein. Le chef d'entreprise, il a besoin d'avoir un petit peu de répondant ou de légitimité. Et moi, je me dis comment je deviens légitime. Si je dis que je donne des cours, donc j'ai donné des cours, je me suis battu, j'avais un petit réseau, etc. Je donnais des cours à l'EDEC, à l'ENSMI, j'ai donné des cours à ENASUP, Prépasup, etc. Et donc c'était super, et ça m'a permis déjà de mettre, hop, EDEC, ENSMI, etc. Et ENASUP, Prépasup. Et donc, une fois que j'avais ça, je me dis, où est-ce que je peux me faire connaître? Et là, je vois un super réseau à l'époque qui n'avait pas du tout la notoriété qu'il a aujourd'hui. LinkedIn, ça a explosé il y a 3-4 ans, on va dire. À l'époque, ça fonctionnait bien, mais il y avait Viadeo qui faisait de la concurrence aussi. Donc, je veux dire, on publiait aussi sur Viadeo. Et donc, commencer à publier toujours sur de l'actualité avec je me suis toujours fixé 2 objectifs. C'était on n'a pas besoin d'écraser les autres pour réussir. J'ai jamais fait un post en disant le Pinel, c'est pourri, regardez, lui, il a acheté un truc à machin, c'est pas ce qu'il faut faire, voici ce que je vous conseille, puis je vends ma sauce. J'essayais toujours d'expliquer des choses avec un peu de pédagogie, avec de la franchise, de la transparence et trancher aussi, en donnant mon avis. Et puis, 2, de la constance. Je me suis dit, si tu veux te créer un auditoire, quoi, en fait, des gens qui t'écoutent et qui ont envie de voir ce que tu fais, et ben en fait, il faut faire de la constance. Il y a des fois, des moments, en ce moment, je n'ai pas envie de poster, mais je me dis, tu sais quoi, c'est comme, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire… Et puis ça m'oblige, d'un autre côté, à me tenir au courant des évolutions du marché. Ça m'oblige à lire des flux, puis à diversifier mes sources. Je peux publier, je ne sais pas… à la fois sur Google, sur un sujet d'actualité comme les impôts, et puis publier quelque chose de plus pédagogique sur LinkedIn pour raconter qu'est-ce que c'est que l'investissement en monument historique ou comment on transmet du patrimoine avec une société en commandite simple, ou après faire un post un peu sur du mindset, la vie de l'entreprise, etc. C'est pour montrer aussi aux personnes qu'on a des humains en face de soi et de rendre un petit peu la relation intéressante et de fidéliser tout le monde. Et le but, c'est de faire vivre un peu nos métiers aussi. Et juste qu'on se rende compte, c'est 1 post par jour à peu près, 2 posts par jour, et c'est combien d'impressions? C'est quoi un peu les gros chiffres que tu peux nous partager sur LinkedIn? Tout, moi je suis transparent sur tout. Tu peux me poser toutes les questions, un peu comme Coluche à l'époque, là c'est pas de joker, comment dire, l'année dernière, je fais un post par jour, plutôt, l'année dernière je crois que je fais 280 posts. Il y a une stat LinkedIn qui me donne le tout, et ça fait beaucoup, je crois que j'ai fait 55 millions d'impressions, quelque chose comme ça. Donc, c'est énorme. Ouais, je crois. On m'a dit ça. Moi, je ne réalisais pas vraiment. 5, en postant tous les jours également. 5 millions? Ouais. Mais c'est beaucoup aussi, apparemment. Mais 55 millions, ouais. Et j'ai des posts en moyenne, ils sont vus 40 000, 50 000 fois. Puis il y en a, ils montent à. J'en ai un qui a fait 8 millions. Voilà. Et donc quand ça te fait des abonnés, à un moment donné, ils voient que tu fais de la gestion de patrimoine. Ils se disent, ça a l'air plutôt sérieux. Je vais le solliciter quand j'ai de l'argent, quoi. Et est-ce que ça se traduit directement par des clients? Je pense que le sujet, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent, super de faire du branding, du personal branding,
Mais est-ce que, toi, j'ai vu que tu mettais beaucoup et peut-être de plus en plus de CTA direct sur la consultation patrimoniale, qui est un peu, j'ai l'impression, le boitage nouvelle génération. Est-ce que tu en as des clics sur ces trucs-là? Je ne le faisais pas avant. Ouais. Et en fait, je me disais, c'est bien, ça me rapporte un lead par jour qualifié, j'entends. Après, voilà. Mais depuis que je le fais, ça a multiplié par 3 ou 4. Voilà. Il faut se rendre compte que c'est bien de donner de l'information, mais à un moment donné, ça me rappelle aussi, je sais pas, des notaires ou des amis avocats notaires. Et il y en a un à qui je dis, un de mes meilleurs potes, je dis, putain, c'est marrant, tu es un des seuls avocats qui ne m'envoie pas de dossier. Il me fait, je croyais que tu n'en avais vraiment pas besoin. Je te vois tout le temps en train de courir dans tous les sens. Je lui fais oui, mais en fait, envoie-moi. Et en fait, il m'a envoyé 3 dossiers canons. C'est-à-dire que si on n'écrit pas qu'on a besoin, généralement, on ne va pas nous donner. Donc, si vous n'écrivez pas, cliquez ici pour prendre rendez-vous, les gens ne cliquent pas ici pour prendre rendez-vous. Il ne faut pas croire qu'ils vont se dire « Ah, il est génial, il est super, je vais aller au fin fond de son site chercher un lien pour m'enregistrer ou trouver son numéro de téléphone. » Et en fait, non, ils ne feront pas ça. C'est assez basique. Et les meilleurs canaux publicitaires sur tout ce qui est ads, c'est-à-dire tout ce qui est payant pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec, c'est-à-dire vous mettez une annonce sur Google pour dire que vous existez, c'est quand on écrit « cliquez ici pour prendre rendez-vous ». S'il n'y a pas écrit ça, ton taux de transformation se divise par 2. Alors nous, c'est ce qu'on recommande le plus à nos clients parce que les gens n'osent pas être vendeurs, n'osent pas faire des call to action, comme on dit, donc d'inciter à l'action. Je pense que si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment ça. Dès que vous avez une petite audience, incitez-les à l'action, sinon ils ne vont pas le deviner en fait, que vous avez envie de bosser avec eux et que vous avez besoin de bosser avec eux. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant, mais moi j'aime bien m'intéresser aussi au next step. On a parlé d'IA la dernière fois. C'est quoi les prochaines grandes transformations? Pas que tu vois venir, parce que ça serait un peu, on pourrait vite aller sur du bullshit, mais c'est quoi les grandes transformations que tu vas appliquer chez toi, sans trop nous en dire évidemment, en restant dans le correct? Mais après je pense que pour les jeunes qui commencent à se constituer un patrimoine, qui vont mettre 300-400 euros par mois, 100 euros par mois, etc., faire du DCA sur de l'ETF avec des trucs intelligents qui se construisent tout seuls, c'est la solution idéale. Franchement, c'est super simple, c'est efficace, ça fonctionne. Maintenant, il faut voir que dans les 10-15 prochaines années, on va avoir le plus gros transfert de richesse de l'histoire de l'humanité qu'il n'y a jamais eu, puisqu'on a tous les boomers qui sont en train de mourir avec une pyramide des âges qui ressemble plutôt à une bonbonne d'ailleurs. Et il va se passer qu'il va y avoir des décès et les décès vont transmettre du capital et on ne place pas 300, 400, 500 000, 1 million d'euros comme on place 100 euros par mois. Quand on va se retrouver face à ces clients-là, il va falloir leur répondre. Il va falloir qu'il y ait des gestionnaires de patrimoine formés et qui apprennent à construire un portefeuille équilibré, diversifié pour faire face à ça. Quand tu arrives à mettre, quand tu touches 1 million d'euros, tu ne vas pas faire all-in sur le MSCI World ou le S&P 500. C'est débile comme schéma. D'ailleurs, on ne fait pas comme ça. On va avoir, je sais pas, 25% de titres cotés, 20% de private equity, 30% d'immobilier, de la diversification, des obligations, du cash, de l'assurance vie pour transmettre, etc. Et là, il y a une formidable étude de Gartner qui est sortie, qui coûte assez cher d'ailleurs, qui montre qu'au-dessus de 60 et quelques mille euros, quand un particulier reçoit de l'argent, en dessous, il peut souscrire directement sur Internet. Au-dessus, il a besoin d'interagir avec un humain. C'est psychologique, c'est une question, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut digitaliser à fond nos professions, mais pas les déshumaniser. Il faut miser sur l'humain. Donc je pense qu'il y a encore un rôle hyper important, le robot qui remplace l'humain, je ne pense pas. En revanche, qui va nous aider dans le réglementaire, qui va nous aider, dans le quotidien et la lourdeur administrative, ça va être important. Nous, tu vois, l'année dernière, on a eu un contrôle AMF. Pas un contrôle AMF de l'association, un contrôle AMF avec 2 personnes de l'AMF qui viennent et qui disent on va tout passer au crible. Et en fait, c'est pas super évident à ce moment-là parce que tu te rends compte que tu as une multitude de strates contraignantes qui sont lourdes et qui sont pesantes pour le CGP. Et d'ailleurs, quand je reçois des candidatures de CGP qui étaient tout seuls, la plupart du temps, ils me disent en fait, j'adore ce que je fais, j'ai envie de rester tout seul, mais je ne peux pas, quoi. Et donc, pour ça, d'avoir une solution d'IA qui nous permette de nous aider pour faire bien les choses correctement, moi, je trouvais ça super, le contrôle AMF.
Tout le monde me dit ouais, t'es un malade et tout. Non, mais c'est super. Ils m'ont appris plein de trucs, ils m'ont appris le chemin, ils m'ont appris les 13 étapes pour signer un client que j'avais déjà, etc. Mais ils m'ont dit voilà, là il y a ça, là il y a ci, là il y a ça. Ok, bon bah voilà, c'est un peu angoissant quand même. Hein. Quand tu arrives, on te prend ta boîte mail, tes comptes bancaires, tu te dis attends, qu'est-ce que j'ai fait ça? Et en fait non, c'est le process quoi. Et voilà. Quand tu fais bien les choses, généralement il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui en ont eu aussi, n'est-ce pas? Tout le monde ici, on y passera tous quoi. Donc je pense que pour ça, l'IA va être hyper intéressante. Et puis aussi pour toute la partie allocation de portefeuille, où c'est infiniment plus complexe que ça ne l'était auparavant. Comment je stock-pick telle ou telle valeur, comment est-ce que j'investis dans l'intelligence artificielle, comment est-ce que j'investis en Chine, comment est-ce que j'investis à droite, à gauche, comment je constitue un portefeuille obligataire. Je pense qu'on va forcément devoir y passer rapidement et puis que c'est une aide incroyable pour tout le support dont tu as besoin un bon CGP aujourd'hui. Super, et on va terminer là-dessus. Si aujourd'hui tu devais donner peut-être une ou deux directions, indications, si tu étais un Joachim qui te lançait avec toute l'expérience que tu as, c'est quoi le mot que tu dirais? C'est quoi le conseil? Est-ce qu'il y a un truc un peu bateau ou alors très précis que tu pourrais dire pour quelqu'un qui se lance ou qui voudrait catch-up un peu avec la gestion de patrimoine comme elle est en train de se transformer? C'est vrai que je pense que c'est de plus en plus compliqué de se lancer tout seul. Déjà, ne serait-ce que… alors, à la fois, tu as de plus en plus de plateformes qui vont t'aider à avoir une offre clé en main, mais c'est quand même pas pareil qu'à l'époque, on pouvait aller s'ouvrir directement avec des super partenaires de qualité. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour celui qui s'ouvre tout seul. C'est peut-être de bien s'entourer, d'apprendre à s'entourer des meilleurs, de faire quelque chose qu'on aime, hein, là-dessus aussi, d'aimer le métier, de se former en continu. Je pourrais lui souhaiter bien du courage, hein, parce que décroche pas, on en prend tous un ou deux. C'est vrai que c'est pas évident, parfois la pression, parfois le millefeuille administratif qu'on a à gérer en France, c'est pas facile. Maintenant, il y a un terrain de jeu qui est tellement gigantesque, notre métier il est infiniment complexe, il est à la fois infiniment passionnant. Tu as tellement de branches, nous on gagne énormément de dossiers sur le civil, quoi. C'est-à-dire, t'es pacsé, t'es marié, mais tu te rends compte que demain, s'il t'arrive quelque chose, ta femme, elle se retrouve avec rien et c'est tes parents qui vont hériter. Enfin, tu commences comme ça avec des clients, ils disent ah oui, bah oui, tu surfes un petit peu sur des peurs, mais qui sont légitimes à faire reconnaître à ceux que tu as en face de toi. Après, tu vois, la fiscalité. La fiscalité, c'est infiniment complexe. Hein. Si on écrit des bouquins comme ça sur tel ou tel thème, tu t'entoures d'avocats, d'experts comptables, c'est un métier humain où tu accompagnes les gens dans leur projet de vie, où tu vas gérer aussi l'avenir pour leurs gosses et tout, donc c'est génial. Et à la fois où tu peux faire du profit. Et moi j'ai envie aussi c'est ça que j'essaye de faire, c'est de réveiller un petit peu les Français dans leur manière d'investir. En France, on a des pépites, on a des trésors dans tous les sens. En private equity, c'est très à la mode en ce moment, je crois que vous en avez parlé ce matin. Le private equity, aujourd'hui en France, on a des Archimède, on a des Montefiore, on a des Andera, on a des Ardian, on a des boîtes dans tous les sens complètement extraordinaires qui font briller le métier en immobilier. Vous avez eu Thierry Hermann ce matin, c'est un tueur, c'est un top gun du métier. On a des tonnes de choses qui nous permettent de bien faire et parfois, le problème, c'est qu'on ne le sait pas, quoi. C'est comme si on avait tout plein de véhicules de première catégorie dans notre garage et qu'on avait la porte fermée, qu'on ne les avait jamais vus. Donc en fait, c'est à nous d'ouvrir cette porte et de montrer qu'on a des Ferrari, des Lamborghini et des Bentley et d'arrêter de rouler en 4L, même si ça a beaucoup de charme. Et donc, pardon ? Oui, c'est vrai. Et donc voilà. Donc, en tout cas, essayer d'ouvrir les portes de ces connaissances-là, de les montrer, mais il y a de plus en plus de jeunes qui le font extrêmement bien. Et ensuite, de bien faire les choses aussi, ça c'est plus difficile parce que malgré tout, je vois quand même beaucoup de clownerie parfois sur LinkedIn. Parfois j'ai envie de dire non, faut pas. Et en fait, j'envoie des messages en privé, puis on se fait limite engueuler, quoi. Ouais, de quoi tu parles, etc. Alors qu'en vrai, il y a des étapes à gravir, quoi. Hein. Il y a d'abord se former, être légitime, avoir les connaissances suffisantes avant de parler. Mais après, tu as des jeunes qui ont un talent monstrueux. Tu as des jeunes qui sont super bons, mais il y a quand même beaucoup de choses et parfois, ce n'est pas les meilleurs qui font le plus de bruit, quoi. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, voilà, essayez, vous qui êtes les meilleurs, essayez de faire plus de bruit, je pense. Je pense que c'est la meilleure manière de conclure et c'est le truc le plus important à retenir, hein, c'est que
votre compétence, si personne ne la voit, vous ne pourrez pas la partager. Et puis, il y a beaucoup de gens incompétents qui sont, qui sont très vus sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à partager vos compétences et même pour l'amour du jeu. Merci beaucoup, Joachim, en tout cas, Avec plaisir. de t'être prêté à l'exercice. Merci à tous.